Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le parti au pouvoir RHDP choisit son candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été désigné à l'unanimité pour succéder à son mentor Alassane Ouattara. Le double scrutin tant contesté, législatif et référendaire en Guinée, pourrait se tenir dans moins de 10 jours. La CENI vient de proposer la date du 22 mars pour ces élections et cette consultation populaire reste maintenant à la Cour constitutionnelle de statuer. Et le Covid-19 continue de se propager à travers le monde avec plus de 4000 pertes en vie humaine enregistrées en 3 mois. Même si l'Afrique est relativement peu touchée, quelques sous-régions comme la CEMAC ont décidé de s'organiser pour préparer une riposte efficace face à cette menace. Mais tout d'abord, le Soudan du Sud s'est enfin doté d'un gouvernement d'union nationale. La liste de 34 ministres et de 10 vice-ministres a été dévoilée ce jeudi 12 mars. 8 femmes font partie de cette équipe gouvernementale, dont la femme du vice-président Riek Machar, Angelina Teny. Cette dernière a été nommée ministre de la Défense. Elle sera donc la première femme à occuper ce poste stratégique au Soudan du Sud. Une autre femme a aussi été nommée à un autre ministère clé. Il s'agit de Béatrice Kamissa. Elle occupe le poste de ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est désormais en première ligne pour l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Le fidèle du président Alassane Ouattara depuis 30 ans a été choisi ce jeudi 12 mars pour défendre les couleurs du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Son nom circulait déjà depuis quelques jours pour succéder à son mentor. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera le candidat du parti au pouvoir pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il a été plébiscité par les militants du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ce 12 mars 2020, au cours d'une réunion du conseil politique élargie aux autres instances du parti. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui ne se représente pas, s'est réjoui du choix des militants. Cette écrasante majorité est presque l'unanimité. Donc je suis votre proposition. Je suis d'accord avec votre proposition. Je suis d'accord que nous puissions retenir Amadou Gon Coulibaly comme le candidat de notre parti. Bien évidemment, si j'avais à choisir, c'est Amadou Gon Coulibaly que j'aurais choisi moi aussi. Amadou Gon Coulibaly est un fidèle du chef de l'État depuis 30 ans. Il a été tour à tour conseiller technique, secrétaire général de la présidence, avant d'être nommé en 2017 au poste de Premier ministre. Il a remercié les militants de l'avoir choisi pour défendre le bilan de son mentor à l'élection présidentielle. Vous aviez donc la possibilité, avec la confiance que vous porte le peuple de Côte d'Ivoire, de vous présenter avec le bilan dont je viens de parler et de gagner. Vous prenez donc la décision de transférer à une plus jeune génération ce pouvoir. Quelle responsabilité! En rappel, c'est le 5 mars que le chef de l'État Alassane Ouattara a annoncé qu'il ne se représenterait pas pour l'élection présidentielle pour un 3e mandat. Il avait annoncé son intention de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération à l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020. Et notons que l'opposition ivoirienne a décidé ce jeudi 12 mars de se retirer des travaux sur la révision constitutionnelle lancée à l'initiative du président Alassane Ouattara. L'opposition a également menacé de boycotter l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 si la commission électorale, qu'elle juge partiale, n'est pas réformée avant le scrutin. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante planche sur un nouveau calendrier pour le double scrutin législatif et référendaire, déjà ajourné à 2 reprises. Après une première date refusée, la CENI propose la date du 22 mars pour la tenue de ces scrutins. Reste maintenant à la Cour constitutionnelle de statuer. Les explications de Aïssatou Bari.
Alors que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, souhaitait organiser les élections législatives et le référendum le 22 mars 2020 en Guinée, le président Alpha Condé a confirmé par décret ce vendredi la tenue du double scrutin à cette date. Une annonce qui intervient 2 semaines après le report in extremis du scrutin initialement prévu le 1er mars 2020. L'opposition est frappée par le hors-délai du dépôt des listes de candidature. Du point de vue de la loi, l'opposition ne peut plus participer. N'oublions pas que cette opposition, elle est aussi opposée à l'idée d'un quelconque couplage, le référendum et les élections législatives. Les partenaires de la Guinée avaient estimé que les conditions pour la tenue d'élections équitables n'étaient pas réunies, en raison notamment de l'inscription de près de 2,5 millions d'électeurs sur le fichier électoral, jugé problématique. Le chef de l'État l'a rappelé au soir du report du scrutin du 1er mars que seuls les partis qui ont déposé les différentes listes de candidature iront à ces élections, qu'il n'y aura pas d'ouverture pour d'autres partis politiques, malgré le report, malgré les différents constats faits par les différentes institutions ou partenaires de la Guinée dans ce processus électoral. Avec la prise en compte des recommandations des experts de la CEDEAO qui demandent notamment le retrait des 2,5 millions de noms enrôlés sur les listes électorales sans aucune pièce justificative, la CENI peut désormais procéder à l'organisation du double scrutin sans les ténors de l'opposition qui avaient décidé de boycotter les scrutins du 1er mars, dénonçant un fichier électoral truqué et disproportionné par rapport à la population guinéenne. Également dans l'actualité, la Libye fera l'objet d'une nouvelle conférence nationale interlibyenne de réconciliation en juillet 2020 à Addis Abeba en Éthiopie. Cette décision a été prise le 12 mars par les membres du groupe de contact de l'Union africaine, des représentants de l'ONU et des représentants des gouvernements algériens et égyptiens qui étaient réunis à Oyo, en République du Congo. Lors de cette rencontre, les dirigeants africains ont également condamné la dégradation du climat sécuritaire en Libye, ainsi que la violation de l'embargo sur les armes. 5 nouveaux cas de coronavirus, aussi appelés Covid-19, ont été confirmés ce jeudi 12 mars au Sénégal. Tous sont membres d'une même famille et sont situés à Touba, la deuxième localité la plus peuplée du pays. Et c'est dans cette même ville que doit se tenir un important rassemblement religieux le 22 mars, ce qui crée l'inquiétude. Aïssa Toubari. 5 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés jeudi 12 mars au Sénégal, ce qui porte à 10 le nombre de personnes atteintes dans le pays, dont 2 ont été déclarés guéris. Il s'agit de membres de la famille du ressortissant sénégalais rentré d'Italie début mars, résidant à Touba. Ces nouvelles contaminations relancent le débat sur l'efficacité des mesures prises jusque-là par les autorités, dont le pays est le plus touché d'Afrique de l'Ouest. Mais globalement, je crois qu'il y a un risque potentiel qu'il ne faut pas négliger, et notamment la possibilité d'une évolution, d'où l'intérêt vraiment de faire une surveillance importante, mais également d'avoir une idée réelle de l'évolution des situations dans les différents pays. L'inquiétude est palpable depuis l'annonce des 6 derniers cas, d'autant plus grande que les cas sont apparus à Touba, une ville sainte de la confrérie religieuse des Mourides de près d'1,5 million d'habitants. Quelques 70 personnes ayant été en contact avec les patients sont actuellement recherchées selon le ministère de la Santé. Il faudrait également des politiques très importantes pour vraiment prendre des mesures, souvent difficiles mais drastiques, pour éviter la contamination, avec des quarantaines, avec des masques, avec la limitation de rassemblement. Donc ce qu'il faudrait également, c'est une très bonne information et une information de qualité. Si le président Macky Sall, dans son discours, n'a pas fait d'allusion directe à une suspension de ces rassemblements, le représentant du khalife général des Mourides n'a pas semblé s'y opposer. Une décision allant dans ce sens est attendue dans les prochains jours, comme c'est le cas au Burkina Faso ou dans d'autres pays touchés par le Covid-19. L'Afrique est relativement peu touchée par le Covid-19 avec une centaine de cas confirmés dans une dizaine de pays. Chaque État tente de prendre des mesures pour protéger sa population de ce virus qui a fait déjà plus de 4000 pertes en vie humaine. La CEMAC a décidé d'adopter une stratégie commune en déboursant plus de 2 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken.
Les ministres de la Santé de la zone CEMAC préparent la coalition de riposte contre l'épidémie du coronavirus dans leurs pays respectifs. Après 3 jours de réflexion au Cameroun, 4 axes stratégiques ont été élaborés pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. L'objectif est de limiter la propagation du Covid-19 dans l'espace CEMAC. Si nous ne faisons pas un ensemble de choses et que la transmission locale se fait jour dans un de nos pays, ça risque d'être le cas comme ailleurs. Et donc nous voulons éviter qu'on ait des transmissions au niveau local. Et c'est pour ça que vous nous voyez aujourd'hui à l'onde de la commission de la CEMAC en train de nous concerter pour dire qu'est-ce que vous faites chez vous, qu'est-ce que nous faisons chez nous, mettons-nous ensemble et voilà les mesures que nous devons prendre communément pour que cette affaire n'arrive pas dans notre espace. Les 4 axes stratégiques du plan de riposte Covid-19 dans la CEMAC prévoient le renforcement des mesures de sécurité dans les points d'entrée des pays, la communication conjointe et la corrélation entre les laboratoires de recherche des pays membres. Alors les aéroports sont renforcés un peu partout, que ce soit dans les pays limitrophes ou les autres pays autour du Cameroun. C'est que cette activité se réfère aux orientations de l'OMS, parce que les alertes qu'on a faites et qui ont été faites par l'OMS pour dire que cette épidémie est une épidémie qui est d'urgence sanitaire internationale. Et ça, c'est important. Lorsque l'OMS dit ça, c'est qu'il y a un dispositif que chaque pays met en place pour pouvoir contrecarrer les cas. La mise en œuvre du plan de riposte Covid-19 se fera en 2 phases dans la sous-région. La première phase à court terme couvre les 3 prochains mois de l'année et la seconde phase à moyen terme s'étendra de juin à décembre 2020. Et il est à noter qu'un premier cas d'infection de Covid-19 a été détecté en Guinée. Premier cas détecté également au Gabon et au Ghana, ce qui porte à 16 le nombre de pays africains touchés par le Covid-19. Inspirés, les jeunes Sénégalais, par un livre, c'était l'ambition des journalistes Mody Diop et Amadou Bator Dieng en publiant l'ouvrage Croire en soi, un recueil consacré aux grands entrepreneurs sénégalais dont le parcours pourrait servir de modèle. Reportage de notre correspondant Ella Djendjaï. Ce livre Croire en soi des journalistes sénégalais Mody Diop et Amadou Bator Dieng retrace le parcours de grands entrepreneurs sénégalais dont l'exemple peut inspirer leurs plus jeunes compatriotes. Ils se sont lancés sans complexe dans l'aventure entrepreneuriale dans les domaines de l'agrobusiness, de la santé, de l'énergie ou de l'immobilier, avec comme objectif de rendre accessibles à tous des biens essentiels et de servir la communauté. Avant, nos sociétés étaient, bâties, étaient organisées suivant le mode du partage. Les uns allaient pêcher, chasser, la pêche, on ramenait le tout et on partageait. Au fil du temps, le diplôme est arrivé avec la colonisation qui donnait accès donc aux emplois dans l'administration. Mais très vite, le diplôme a montré ses limites. Par contre, il est une valeur qui, elle, est restée constante, c'est l'entrepreneuriat. Mam Cheikh Anta Mbacké, El Hadji Djily Mbaye, Bara Mboup, Rokhaya Sall, Dior Diop, Mam Fatou Kairé ou encore Babacar Ngom. Selon les auteurs, ces derniers considérés comme des précurseurs sont partis de rien et souvent issus de familles modestes. Leur intelligence et leur volonté leur ont permis de se hisser au plus haut sommet. Et il est aussi important, sinon plus important que le premier, c'est de donner ces gens comme modèle, de donner leur parcours comme modèle à la jeunesse pour qu'ils puissent s'en inspirer. L'un des objectifs de ce livre de 121 pages est de donner une seconde vie et d'assurer une traçabilité aux actions et expériences de ces entrepreneurs pionniers dont certains sont tombés dans l'oubli. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'information continue.